Madame, Messieurs, bienvenue à ce plateau spécial. La République démocratique du Congo face aux enjeux géostratégiques dans la région des Grands Lacs. L'existence du Congo se discute-t-elle loin de Kinshasa? Il y a seulement quelques jours, lors des bilatérales entre le président français, le Rwandais et l'Angolais, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il soutiendrait un plan qui existerait sans plus de détails sur la République démocratique du Congo. On en parle justement, c'est l'un des sujets qui sera évoqué sur ce plateau spécial. Autour de moi, Maître Guillaume Mandjolo, il est porte-parole de l'ABCE, Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent. Maître Guillaume, bienvenue. Merci, madame. Nous avons aussi sur ce plateau un chercheur politologue, Freddy Moulumba, bienvenue. Merci, madame. Et pour terminer, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste. Merci d'être là tous les trois pour échanger sur l'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Pour commencer, Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre parler du Congo en l'absence des représentants de la RDC? Merci beaucoup. Il faut d'abord situer la situation de notre pays depuis 2011 aujourd'hui. Il faut se rappeler que lorsque Joseph Kabila postule pour un second mandat en 2011, il y avait déjà une certaine hostilité à ce qu'il ne puisse pas être élu président. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de mouvements anti-élection de 2011, poussant même d'ailleurs l'organisateur des élections en 2011 de ne pas le faire. À l'époque, c'était Ngoï Mulunda. Mais il y avait de l'obstination de la RDC à faire ces élections. Et il y a eu élection. Et vous avez vu que juste après, on a contesté. Mosengo a commencé en premier, mais les autres puissances également, quand Tshisekedi s'autoproclame président, tout ceci était dans le sens de discréditer un second mandat. Durant tous ces mandats, il y a eu toute une dynamique de vouloir affaiblir la RDC pour pouvoir peser sur le scrutin à venir. Aujourd'hui, la RDC est en processus électoral. L'objectif des grandes puissances, je vais vous le situer à peu près, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, mais surtout la Belgique, c'est qu'il faut tout faire pour faire changer ou changer carrément le leadership actuel en RDC, en commençant par son président, la majorité actuelle au pouvoir. Et donc tous les moyens sont bons pour pouvoir le faire. Ils ont tenté d'abord avec ce qu'on appelait à l'époque le mouvement citoyen, c'est ce qu'on appelait les révolutions qui venaient du printemps arabe en descendant vers le Burkina Faso, etc. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé avec le G7, le schisme, vous vous rappelez, ceux qui étaient dans la majorité présidentielle, Katumbi et tous les restes, ils sont partis pour pouvoir affaiblir encore le leadership pour que Joseph Kabila soit en position de faiblesse. Ça n'a pas fonctionné. Et la dernière tentative, c'est Genval, avec cette fois-là Tshisekedi, encore lui, il est encore en vie, rassemblant tous les opposants pour pouvoir peser pour une éventuelle révolution à Kinshasa. Ça n'a pas du tout fonctionné. Des stratégies de déstabilisation selon vous? Absolument. Maintenant, la dernière carte, l'avant-dernière d'ailleurs, c'est le CLC, avec toujours Mosengo, mais Mosengo avait vendu la carte que moi je contrôle les catholiques, donc il y a beaucoup de paroisses partout, si jamais on met tout ceci en branle, ça va fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, mais non. La dernière prestation à Atlantic Council aux États-Unis, donc par Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, a donné un argument de plus à ces grandes puissances de ne plus faire confiance ni à cette opposition qui était, ma foi, globalement faible, mais de choisir une nouvelle carte. C'est là où intervient maintenant la Belgique. La Belgique, qui est en quelque sorte la spécialiste de la RDC et qui vend toutes les cartes et les solutions sur la RDC, est parti voir les Américains, bien entendu, la CPI, pour sortir Jean-Pierre Bemba. Et lui, il va peser, parce qu'il sait qu'il est un peu, il a le bagou, etc., dans la stratégie actuelle. Et donc, parallèlement, et là intervient votre question, à toutes ces stratégies, on veut faire jouer la sous-région. Parce que, auparavant, les cartes qui consistaient aux grandes puissances de venir directement agir comme ils ont fait en Libye par l'OTAN ou par les Nations Unies, bon, d'une manière un peu indirecte en Irak et peu partout, ça ne fonctionne plus. Ils ne veulent pas faire tuer leurs propres compatriotes. Ils vont faire jouer la sous-région. D'où l'intervention de Kagame, président de l'Union africaine certes, mais qui a l'emprise sur la RDC. L'intervention de Lorenzo qui vient d'arriver, qui n'a pas l'expérience et la gouvernance un peu dans la sous-région, mais il est au niveau de la SADC
dans ce qu'on appelle Conseil de paix. Maître Mandiolo vous donnera le titre exact. Mais aussi Sassou Nguesso qui est à la fois, qui préside un peu la CRGL au niveau actuel, en tout cas de la sous-région, pour pouvoir peser quoi? Sur la politique intérieure. Parce que tous les acteurs congolais ont toujours des pendants à l'extérieur. Au Rwanda, accessoirement à Brazzaville, comme par exemple Mosengo et beaucoup de politiciens ici. Et donc, cette carte consistait à faire quoi? Faire pression sur le président Kabila par rapport au processus électoral pour qu'il n'y ait pas élection en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si la classe politique de l'opposition aujourd'hui va aux élections, elle va perdre, elle n'est pas très bien organisée, elle n'a pas les moyens de faire la campagne électorale, etc. Donc ça ne va pas fonctionner. La majorité risque, si Joseph Kabila est président, enfin candidat, il va gagner. Si un candidat de la majorité se présente, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà commencé la campagne avant, ils ont l'assise, ils ont la territoriale. Tout ceci fait que cette pression de la sous-région va pouvoir peser sur la RDC. Et l'élément qui puisse expliquer tout cela, c'est la lettre, la fameuse lettre de Cohen, qui a annoncé déjà, Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, qui a annoncé déjà la libération de Mbemba pour préparer l'opinion, mais aussi qui dit, si Joseph Kabila est candidat à l'élection présidentielle, les pays voisins vont attaquer. Ça veut dire quoi? C'est pour faire pression sur, d'abord, les Congolais, le président Kabila et même la majorité, de ne pas vouloir espérer un second mandat, enfin un troisième mandat, parce qu'ils veulent changer le leadership. Ce qui est en filigrane ici, et je vais terminer par là, c'est les codes miniers. Les grandes puissances, par exemple, la Suisse, Glencore, Canada, beaucoup de miniers sont de ce pays-là. Ils ne veulent pas donc ils participent à la stratégie? Absolument, ils ne veulent pas appliquer les nouveaux codes miniers. D'ailleurs, le règlement minier qui vient d'être adopté n'a pas du tout dérogé au code minier. Ça les énerve encore davantage, c'est pour ça qu'ils menacent d'aller en justice. Maintenant, il faut tout faire pour perturber les processus électoraux. Et si tout ceci fonctionne d'une manière plus ou moins cohérente, vous verrez qu'on va parler de négociations pour trouver une façon de proroger la fameuse date du 23 décembre, etc. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, là, ce sont les arguments de l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Je me tourne vers vous, Guillaume Mandiolo. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la BCE. Est-ce que vous faites les mêmes analyses que Jean-Marie Kassamba au sujet de la géostratégie dans la sous-région pour faire disparaître le Congo, s'il faut le dire? Oui, tout à fait. Il y a une partie de ce que Jean-Marie a dit qui me paraît tout à fait utile, nécessaire et qui participe à la substance réelle de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais simplement, il faut rappeler quelques règles. Nous venons d'où, nous allons dans quelle direction. Le monde est organisé sur base des règles. Ici, me semble-t-il, le sujet tel qu'il est évoqué fait allusion à l'ingérence. Et depuis la nuit des temps, depuis 525, il y a eu un monsieur qui s'appelle Hugo Grotius qui avait établi deux formes en fait, d'ingérence. L'ingérence humanitaire pour aller dans un pays voisin qui avait une épidémie, ou éventuellement l'ingérence militaire et politique pour défenestrer un responsable politique parce qu'il voulait prendre ses terres. Et les Européens, la France en particulier, a fait ça avec l'Empire ottoman. Il fallait attaquer les sultans. Ils ont utilisé l'aspect humanitaire, soi-disant, pour protéger les chrétiens, mais c'était plutôt pour faire sortir ces sultans-là. Maintenant, l'affaire de la RDC. Je pense que sur les aspects plutôt d'ordre historique, je laisserai au chercheur Freddy les pouvoirs détailler. Mais simplement, quelques dates, et la date principale. 1885, c'est l'acte qui forme notre État, où on s'est trouvé, les Luba, les Congo et les autres, tout ça mis ensemble. Mais dans quel cadre exactement? Sans les Congos, sans la RDC, sans la participation des Congolais. Donc ça remonte à des années, le fait de discuter du Congo sans la présence des Congolais. Et en même temps, l'histoire nous rappelle qu'au niveau notamment du Royaume Congo, il y avait déjà des mouvements vers l'étranger et tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des ambassadeurs qui partaient jusqu'au Vatican, avant 1885. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les intéresser à participer à cette discussion? Ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'il dessine une carte. Il dit cette carte est trop grande, on va faire la globalisation, les marchés internationaux. Personne ne peut être chef ici. Ni nous-mêmes, individuellement, ni les occupants. Ça nous appartient. On va dépasser ça. On va manger ici. C'est juste la terre promise. Alors, ils installent l'État indépendant du Congo. Pour la première fois sur la planète, lorsque vous partagez les territoires, vous décidez qu'il y a un territoire qui n'appartiendra à personne, qui appartiendra à tout le monde.
Voilà le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais d'époque subissent un génocide majeur, on leur coupe les mains et tout ça, par rapport au caoutchouc. Première centralité. Et puis, par la suite est venue l'histoire de l'uranium, de la colonisation et tout le reste. Aujourd'hui, madame, nous nous trouvons dans une difficulté particulière qui nous rappelle instamment à la conscience nationale et à la mise en perspective de notre identité nationale. Pourquoi? Nous sommes ce qu'on appelle en philosophie aujourd'hui la centralité. La RDC est le centre du monde. Mais malheureusement, les enfants congolais, les descendants des mains coupées, parmi eux, il y a les inconscients. On a dit que vous étiez des sous-humains, on pouvait vous couper la main pour prendre vos terres et les conserver. Aujourd'hui, on fait croire qu'effectivement, vous donnez le pouvoir parce que, comme Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, il s'agit simplement du cobalt et du coltan. La transition énergétique commande que, dorénavant, la RDC va remplacer tous les pays producteurs du pétrole sur la planète. C'est un multimilliard de dollars chaque année. Parce que nous détenons plus de 80% de la production mondiale. Partant de là, on va déverser énormément d'argent ici qui va profiter au peuple congolais. Bon, dans cette subtilité particulière, le peuple congolais, à travers non seulement son Assemblée nationale et son chef de l'État, ont convenu de modifier tant soit peu simplement les codes miniers. Voyez-vous, avant les codes miniers, il n'y avait pas tous ces mouvements macabres. C'est ce qui fait accélérer... C'est ce qui fait accélérer les découpages assez rapides, parce que cette conscience-là, et en plus, quand on regarde que certains fils de la République, arrivés aux responsabilités dans les cadres de l'opposition, par les truchements de cette activité-là, de 2 accords, s'ouvrent à cette conscience nationale et disent qu'effectivement, dans les cas du Front commun, ils peuvent participer à protéger cet espace au même titre qu'en 1960, Abaco, MNC, Conacat se sont mis ensemble pour dire « nous ne pouvons pas négocier avec vous les Belges sans la présence de Lumumba ». Voyez-vous, cette conscience nationale est aujourd'hui dans certaines têtes, mais en même temps, d'autres qui sont encore restés dans la soumission ne peuvent pas le comprendre. Pour clôturer en ce qui me concerne, j'ai rappelé cette règle extraordinaire qui est le fondement de l'ingérence à la fois politique, donc pour aller défenestrer les autres et voler chez eux, et humanitaire, avec l'exercice pour la première fois à Biafra. Mais simplement, au niveau de la région, nous avons mis en place des mécanismes. Dans les cadres de la SADC, il y a 2 organes. Il y a la Troïka qui organise la gestion politique au quotidien, et il y a la petite Troïka, composée de 3 chefs d'État, qui organise les matières diplomatiques, défense et sécurité, notamment les processus électoraux. À ce titre particulier, il s'est tenu une réunion en avril, et Jean-Marie Kassamba y a participé, à Luanda, piloté par l'Angola. Quel était un des points à l'ordre du jour? La RDC. On a invité, parce que Joseph Kabila n'est pas membre de la Troïka, de la double Troïka. Donc il avait été invité pour qu'on puisse l'entendre sur la situation de son pays et ce que proposait la région. La région, dans son communiqué final, a proposé une feuille de route. Elle a dit ce qu'il fallait faire. Il me semble que 2 mois plus tard, il n'y a rien en termes d'obligation de la RDC liée à cette convention-là, à cette feuille de route, qui a été dénaturée par nous. Rien. Alors, on ne comprend pas très bien. L'Angola qui est un pays frère donc et c'est un ami. volte-face dans la région? C'est-à-dire qu'il est emporté dans un mouvement de ce qu'on appelle le tout unisono. C'est-à-dire qu'ensemble, nous devons absolument découper la RDC. L'Angola ne restez pas, vous allez rater, puisque la fête sera grande, tout le monde va pouvoir trouver sa part. Si vous ne venez pas, vous allez rater. Mais c'est méconnaître la situation actuelle. Parce que les pays qui étaient plus ou moins 180e en termes de puissance militaire est aujourd'hui 10e d'Afrique. C'est la RDC. Les pays qui n'avaient pas une certaine conscience collective nationale, là aujourd'hui, à travers toutes les messes qui se sont passées, et la sortie de Jean-Pierre Bemba et toutes les messes qui se sont passées, notamment ceux qu'on a vu partir à Kigali faire de Salam Alek, alors que leurs populations de l'Est ont été massacrées massivement par ces mêmes pays. Voilà, toute cette conscience. Il y a d'un côté la conscience et de l'autre côté l'absence de conscience. Et ceux qui n'ont pas la conscience ont démérité et même ont été rejetés par leur chef au profit des nouveaux venus. Merci Guillaume Manjolo pour ce rappel historique. Freddy Mulumba, chercheur, politologue, est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'imaginer qu'il y a une nouvelle agression qui se prépare contre la RDC? Le Congo était à Luanda au titre d'invité et n'a pas vu venir cette nouvelle stratégie. Freddy.
Oui, madame, je pense qu'il faut d'abord faire une analyse historique et puis une analyse géopolitique. D'abord, sur le plan de l'histoire, il faut rappeler ici ce qui se passe ici actuellement. C'est la lutte pour la deuxième indépendance. La première indépendance a été raflée par mon père des indépendances, Lumumba, Kasavubu et les autres. Mais c'était l'indépendance politique. On a donné seulement la gestion aux Congolais, une gestion administrative. L'économie n'était pas contrôlée par les Congolais. Donc les multinationales qui étaient en 1885 à Berlin, ce qui était derrière toutes ces manœuvres, continuent jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé. Peut-être avec les codes miniers, les choses peuvent changer. Donc dans l'imaginaire de nos amis, surtout européens, ceux qui étaient 14 puissances qui étaient à Berlin, ils estiment que le Congo, c'est leur plate-bande. Et ceux qui doivent gérer le Congo doivent être des gérants. Les premiers gérants, c'était Léopold II. Il avait une mission de garantir à tous ce qu'on appelle la liberté de commerce. Tout le monde devrait faire des affaires ici. Mais il a péché du fait que, d'abord, il a mis de monopole. Ce monopole a eu comme conséquence les génocides de Congolais. On parle entre 10 et 40 millions. On a ravi le Congo de main de Léopold II pour remettre à la Belgique. Ce n'est pas parce qu'il avait tué le Congolais. C'est parce qu'il n'a pas respecté les principes qui étaient décidés à Berlin, selon lesquels il faut les marchés libres. C'est comme ça qu'on avait le nom de l'État indépendant du Congo, State Free State en anglais. On prend le Congo, on remet à la Belgique. On devient en 1908 Congo belge. On a annexé. Il y a eu même un acte d'annexion. Jusqu'en 60, la Belgique a géré bien les intérêts de tout le monde. En 60, on est indépendant, rupture avec l'arrivée de Lumumba. On prend les choses. Maintenant, ils se rendent compte qu'on ne contrôle pas Lumumba. Que faire? On l'a assassiné, coupé en morceaux. Et jusqu'aujourd'hui, Lumumba n'a pas de cimetière. On ne sait pas où se trouve sa tombe. Alors, de ces faits lointains à aujourd'hui. Je réponds, vous allez comprendre pourquoi c'est ce que je veux dire. Donc, Lumumba assassiné, Mobutu avec le groupe d'Mbisa prennent les choses jusqu'en 1997, la date où la FDL est arrivée. Deuxième rupture, Mzee Kabila apparaît. Il dit on ne peut pas accepter que le Congo soit encore sous le contrôle international. Mzee est assassiné. Joseph Kabila arrive. On pensait qu'avec son jeune âge, on pouvait la manipuler. Et il se trouve que le Congo échappe au multinational. D'où le problème. Donc l'enjeu ici, on ne cherche pas la démocratie. On cherche un gérant qui doit sauvegarder les intérêts des capitalistes occidentaux. Voilà pourquoi la Belgique intervient. Vous allez vous rendre compte, depuis 60 jusqu'à ce jour, la Belgique est toujours présente dans des crises congolaises. Et la Belgique joue contre le Congo. Il faut que les gens comprennent que la Belgique ne joue pas contre le président Kabila. Parce qu'il l'a fait avec Mobutu. Rappelez-vous la situation de ce qu'on appelle le contentieux belgo-congolais, belgo-zaïrois. Ça terminait où? On a dit qu'il y avait le massacre de Lubumbashi, on a tué des gens. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a même pas présenté les corps des gens qui étaient tués. Mais vous avez des faits pour étayer la thèse que tous les historiens, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont publiés sur ça. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas prouvé les massacres des étudiants. Modeste Mutinga était à Lubumbashi quand il y a eu ces massacres, ces soi-disant massacres, il n'a trouvé qu'un seul mort, d'un étudiant. Donc, c'est pour voir qu'à tout moment, la Belgique veut toujours jouer la carte des commissionnaires, se positionne toujours contre l'État congolais. Il faut que les Congolais comprennent ça. Ce n'est pas contre les individus. Certainement que la Belgique trouve aussi des alliés de ce côté pour continuer à bien jouer ce rôle. Oui, mais c'est normal. Tu sais, avec la colonisation pendant 80 ans, on a formaté les études congolaises qui sont devenus aliénés, qui estiment qu'ils doivent travailler pour leurs propres intérêts, les intérêts étrangers. D'où, quand il y a un problème, tout le monde est en Belgique. Et surtout, quand il y a des conflits, aller en Belgique, on va nous réconcilier. Ce sont ces élites aliénées aujourd'hui qui sont pour la plupart dans l'opposition, qui pensent toujours que le pouvoir, pour avoir le pouvoir de Kinshasa, il faut que les étrangers interviennent. D'où les discours de démocratie. Jamais on parle du peuple. Si on parlait du peuple, on devrait faire par tous les moyens pour qu'on arrive à régler nos problèmes entre nous. Donc, la Belgique joue toujours ces sales jeux. Mais aujourd'hui, avec les mutations géopolitiques, la Belgique n'a plus de rôle. Parce qu'auparavant, les Américains pouvaient faire appel à eux.
La Chine ne connaît pas, la Russie ne connaît pas. Il y a 3 puissances qui vont peut-être gérer le monde de demain. Vous avez la Russie, vous avez l'Amérique et la Chine. L'Europe, il n'y a que l'Allemagne qui peut encore tenir. Les autres là, c'est du passé. Le monde a basculé. Alors qu'à Kinshasa, beaucoup de gens pensent encore avec des grilles de lecture de la guerre froide. C'est terminé. Nous entrons dans un monde multipolaire. Et les peuples qui ne seront pas capables de se battre vont payer. Donc une agression n'est plus envisageable tout droit visant le Congo tel que les données se présentent maintenant? L'agression sera là, madame. J'ai toujours expliqué ici que dans l'histoire du capitalisme occidental, quand il y a une crise économique, pour s'en sortir, il faut faire des guerres. La crise de 1929-1930, crise économique, a donné naissance à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 40-45. Et la crise de 2008, qui va encore s'accentuer cette année, ça va déboucher sur la guerre. Moi, je pense que les Congolais doivent comprendre qu'on ne pleure plus, qu'on se prépare à nous battre. C'est une guerre diplomatique militaire. Écoutez, on a quand même connu la guerre ici de l'AFDEL. Est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Vous pensez qu'ils ont abandonné? Parce que l'objectif poursuivi, c'est arriver à faire disparaître ce pays. Rappelez-vous, on parle de Cohen. Est-ce que vous trouvez normal? Monsieur Cohen, qui est très bien connu, c'est en 2008, quand M. Obama entre à la Maison Blanche, Cohen amène un plan. J'étais encore au potentiel. On a titré les plans Cohen. Il dit à Obama, vous pouvez laisser les Rwandais jouir de l'Est, qu'on paye des impôts seulement au Congo. Et Sarkozy a dit la même chose. Et vous voyez maintenant, Cohen, Sarkozy, aujourd'hui vous avez Macron. Donc il faut que les Congolais ouvrent les yeux et les oreilles. Ce qui se joue ici, c'est la survie de notre pays. Il ne faut pas que nos enfants et nos petits-enfants deviennent des esclaves des autres. Ça doit s'arrêter. Mais tout dépend maintenant de la prise de conscience des élites congolaises. Il faut se dépasser. Écartons les sentiments. Parce que nous tous, on va passer. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est ça la question de fond. Malgré ce discours, les gens font des discours à la télévision, devenir ministre pour manger, chercher le président. Et s'il n'y a pas de Congo, vous êtes président où? Vous êtes ministre où? Il y a plus grand que ça pour vous. Freddy, vous avez évoqué dans votre intervention la présence des Russes. On a vu la semaine passée, si je ne me trompe, la présence à Kinshasa d'un envoyé spécial de Vladimir Poutine qui vient dans les entrefaits pendant que il y a toutes ces déclarations sur Kinshasa, dans la région des Grands Lacs. Jean-Marie, c'est un signal. Oui, c'est un signal très fort. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui le rôle de la Russie dans la géopolitique mondiale. Quand éclate la guerre en Irak, la Russie était très affaiblie parce qu'on sortait de la fin de l'Union soviétique. Il n'y avait pas suffisamment d'organisation interne. L'armée russe était affaiblie, un peu vieillotte, etc. Et après Boris Eltsine, l'arrivée de Poutine a consolidé la Russie sur le plan d'abord militaire et sur le plan économique. La Russie pèse aujourd'hui sur le plan de la géopolitique mondiale. Toutes les tentatives d'affaiblissement de la Russie, par exemple, au niveau de l'Europe, on a vu la situation en Ukraine, par exemple, ça n'a pas fonctionné. La Russie est intervenue en Syrie à la dernière minute. Vous avez vu que ça n'a pas connu de développement qu'on escomptait. Et la Russie n'a pas voulu et ne veut plus ce qui s'est passé en Libye. Parce qu'on a trompé à l'époque qu'on allait protéger les gens de Benghazi parce qu'ils étaient massacrés par Kadhafi, etc. Et bien on est arrivé à déstructurer la Libye, à casser la Libye. Aujourd'hui, tous les migrants qui vont en Europe, en passant par l'Italie ou même l'Espagne, etc., c'est les conséquences de ce qui s'est passé en Libye. Toute la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, malgré G5 Sahel, tout ce que vous voyez au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Et donc, la Russie a décidé désormais de jouer le rôle de soupape, d'empêcher qu'on vienne s'ingérer dans les affaires des États, donner des dictats. Alors, pour illustrer un peu tout ceci, c'est ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. La France était venue, on a chassé Bozizé, avec la complicité notamment du président tchadien, parce qu'on a fait entrer le Séléka, etc. Mais la France est partie, laissant encore le chaos derrière. Il y a eu même des viols là-bas, etc. La France est partie. Aujourd'hui, la Russie a pris pied en République centrafricaine. La protection, par exemple, de l'actuel président de République centrafricaine, c'est faite par les Russes. En ce moment, d'ailleurs, l'équipement militaire
la formation de l'armée centrafricaine, c'est la Russie. La Chine, Freddy Moulouma l'a dit tout à l'heure, joue aussi un rôle très important dans cette géopolitique mondiale. La Chine n'a pas accepté, par exemple, que le Soudan, on a partitionné les Soudans, on dit voilà les Sud-Soudan parce qu'au Darfour, on massacrait les gens, etc. Il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait couper les Soudans du Sud avec beaucoup de pétrole et laissant les Soudans du Nord avec les Arabes, etc. Aujourd'hui, c'est la guerre. Il n'y a plus cette protection des minorités, les chrétiens qu'on parlait au Sud-Soudan, il n'y en a plus. Et donc la Russie ne veut plus, la Chine non plus ne veut plus de ça. C'est pour ça que la Chine vient d'offrir à la République centrafricaine beaucoup d'équipements militaires, d'assistance, etc. Dans notre pays, qu'est-ce qui s'y joue? Lorsque Lavrov, l'actuel ministre des Affaires étrangères russe, était en route pour l'Afrique du Sud, il a demandé à faire l'escale à Kigali, chez Kagame, en tant que président de l'Union africaine, pas parce que la Russie a envie de faire des choses avec Kagame, non, c'est pour avertir que Kagame ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué dans les années 90, avec par exemple la guerre de l'AFDEL. Rappelez-vous que Kagame et Museveni étaient choisis pour pouvoir dépiécer, exploiter la RDC avec ce nouveau leadership incarné par Clinton, etc. Ça a créé que beaucoup de misère. Plus de 9 millions de Congolais sont morts, etc. Aujourd'hui, la RDC ne peut plus vivre la même situation. Et donc, l'avertissement donc à Kagame. Maintenant, Poutine a envoyé son collaborateur le plus direct, Lavrov, Bougadov, ici, la semaine dernière, pour rassurer les Congolais que la situation qui a prévalu autrefois, avec des injonctions, avec des interventionnismes, c'est terminé. On a même ressurgi l'accord que Mouzé, à l'époque, avait signé, mais n'était pas encore parrainé par le Parlement national en matière de sécurité stratégique, etc. Le Parlement vient de voter cet accord pour permettre quoi? Une certaine formalisation de cette coopération. Et donc, même si, comme l'a dit Freddy Moulouma tout à l'heure, il y a toujours cette agression potentielle, cette guerre potentielle, parce que là où il y a des matières premières, la guerre est toujours présente, il faut que les Congolais se réveillent, notamment les intellectuels, notamment la classe politique. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est du réel. Parce que le cobalt aujourd'hui se vend à plus de 100 millions de dollars. Enfin, 100 000 dollars, pardon, la tonne. 100 000 dollars la tonne, le cobalt. Le véhicule de demain, c'est même pas de la semaine prochaine, c'est de demain. C'est le véhicule propre. Donc, nous avons 80% des réserves du cobalt. Aujourd'hui, on négocie avec la Corée du Nord pour sortir du nucléaire. Mais qui fournit les matières fissiles? C'est nous, l'uranium. Donc, celui qui contrôle la RDC contrôle à la fois toutes les matières stratégiques, cobalt, uranium, et puis tout le reste. Donc, contrôle le monde. Hein. Bien évidemment. Quand on dit centre du monde, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que non seulement nous avons l'eau, vous savez, la guerre qu'on a avec les Tchadiens, c'est par rapport à l'eau, les Égyptiens nous soutiennent par rapport à ça, mais aussi l'industrie de demain. La première révolution industrielle, c'était ce qu'on a connu dans les années 30, avec l'automobile, etc. Deuxième révolution, les télécoms. Nous avons connu plus de 8 millions de morts ici. Ça n'a pas affecté les grandes puissances. Ils ont pompé du coltan à l'Est, etc. Les morts, nos morts, on n'a pas tenu compte de ça. Maintenant, qu'il y ait des morts congolais parce qu'on veut exploiter le cobalt congolais, l'uranium congolais, les gens s'en fichent. Est-ce que vous ne voyez pas que la libération de Jean-Pierre Bemba, les victimes centrafricains, 5 000... Je vais arriver à... Je vais juste terminer. On va peut-être en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Les fameuses victimes centrafricaines, 5 000 répertoriés. Toutes les organisations de défense de l'homme ont dit, voilà, Bemba Bourreau, etc. Mais lorsqu'il fallait lever l'option de prendre un pion sur le plan politique et géostratégique, ils ont marché sur ces victimes. Et vous n'entendrez pas parler parce que même mardi ou mercredi sera libéré, on va effacer tout ceci. Ah, vous anticipez, vous êtes dans le bien évidemment, parce que l'option est déjà levée. Et il va pouvoir même bénéficier des indemnités. Lui, et c'est tout à fait normal et logique, parce qu'il a été incarcéré pendant 10 ans, c'est prévu dans ce que la CPI Jean-Marie, j'aimerais rester sur la Russie, la présence de la Russie au Congo, en Afrique et dans quelques capitales africaines. Guillaume Manjolo, une certaine opinion estime que la RDC aux abois, face à l'isolement, est en train de chercher des partenaires. Et voilà qu'on s'accroche à la Russie aujourd'hui. Parce que l'exemple de la Syrie, c'est vrai que les choses semblent encore tenir, mais ce n'est pas des bons exemples dans le monde.
Madame, je pense qu'il faut nuancer. On doit nuancer pour aller vers l'essentiel, la vérité. La vérité est têtue, elle est, mais vraiment têtue. On a parlé d'ingérence. L'ingérence qui a été opérée depuis une centaine d'années, c'est une ingérence de puissants qui veulent aller piller dans le pays, qui n'ont pas la même puissance. Et on n'a jamais vu une ingérence de la France ou des États-Unis en Russie ou en Chine. Jamais. Pour autant, on vous dit des massacres à grande échelle dans ce pays-là à un moment donné. Aussi bien dans la révolution de Mao que les goulags de Staline. Personne n'est intervenu. Bon, à l'heure actuelle, il y a des activités qui se passent de nature tout à fait discutable. La Tchétchénie. Oui, la Tchétchénie, n'en parlons pas, la Tchétchénie est là, juste à côté, mais qui est parti intervenir? Personne. La Russie a décidé de prendre sa Crimée d'origine, qu'est-ce qu'on lui a fait? Rien du tout, c'est naturel. Donc, la Russie a compris une chose, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça dans les cadres du bloc Est-Ouest, continuer à pouvoir mentir en permanence, profiter des pays faibles qu'on a, dans un premier temps, occupés, qu'on a soumis sous esclavage et qu'on ponctionne matin, midi et soir. Il faut arrêter. Oui, la Russie a compris et le Congo a compris quoi? Le Congo comprend depuis... Le Congo, malheureusement, c'est-à-dire que là où je ne peux pas partager peut-être un élément, peut-être qu'on peut en discuter, le Congo n'a jamais été un pays en état de paix, jamais depuis 1885. Nous sommes en état de guerre depuis la construction, la mise en place de cet état. Nous sommes en état de guerre. Parce qu'être en paix, c'est avoir des options qu'on a levées soi-même et tenter de pouvoir les mettre en œuvre. Et sans que personne autour de nous puisse nous donner d'injonctions. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous tentons, vaille que vaille, à pouvoir trouver, à mettre en place cette option-là avec les nouveaux codes miniers qui doivent profiter à la population congolaise. C'est qu'on nous conteste. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas nous laisser un peu par rapport à ça. Ce qui fait que Joseph Kabila a compris ça, a dit voilà, on va d'abord s'organiser militairement. De sorte à ce que ceux qui sont autour de nous puissent savoir que plus jamais comme avant. Maintenant, revenons à la Russie. La Russie, dans le terme militaire et diplomatique, a mis en place une théorie très spéciale qui s'appelle les piétons imprudents. C'est-à-dire que là où on veut commencer une opération de nature à piller le pays, on est contre la souveraineté parce qu'on passe par les truchements de l'humanitaire, alors que c'est une activité politique, purement politique. Les passages des gazoducs, du pétrole au niveau de la Syrie, toutes ces choses-là et tout ça, on le sait. Après avoir démoli l'Irak et créé l'État islamique, on veut maintenant dire non mais attendez, il faut aller attaquer maintenant la Russie. Non, c'est fini. Moi, russe, je me déplace sur place, je m'installe. Donc je suis les premiers, c'est ça la théorie du piéton imprudent. Je suis les premiers arrivés sur le terrain. Je suis une force nucléaire, membre du Conseil de sécurité. Et je déploie une sortie par jour de plus ou moins 1000 avions. La France ne peut sortir à peine que 20 avions. Il n'y a pas photo. Et les Américains, après les fiascos de l'Irak et les discussions difficiles rencontrées en Afghanistan, ils ne sont pas en mesure de déployer autant de personnes parce que les Sénats ne pourront pas accepter. Donc, la Russie se trouve en train de pouvoir régler quelque chose qui n'a jamais été réglé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire respecter les souverainetés des États. Parce que, madame, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie nous concerne aussi en tant que Noirs. Est-ce qu'on est déjà intervenu pour dire, voilà, ces gens-là souffrent sous le copeau de la France? Jamais. Ce qui se passe en Martinique, quand on insulte une ministre de la République au motif que c'est un singe, alors que parce que tout simplement elle est noire, Taubira, est-ce qu'on peut intervenir? Quand on assassine les gens dans les rues aux États-Unis au motif qu'ils sont noirs, est-ce qu'on peut intervenir? Non, c'est leur souveraineté, ils font ce qu'ils veulent. Mais en vertu de quoi ce qui se passe en RDC, sur le plan humanitaire, néanmoins, pourrait intéresser tout le monde. Donc, cette supercherie a été arrêtée par la Russie. Quand la Russie arrive, tout le monde s'était. Vous allez voir ce qui va se passer. Plus personne ne pourra oser, parce que c'est ça, en fait, la théorie. C'est pas trop espéré, quand même. Non, on n'espère pas trop. Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit qu'on était aujourd'hui la 10e force militaire d'Afrique et la 75e du monde. Ce n'est plus les mêmes Congo. Les jeunes gens qui sont forts. Moi, j'ai eu la chance et le malheur, entre parenthèses, mais c'est pour la République, d'avoir deux neveux, dont un mort au front, un encore au front jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier qu'une partie de ma famille se consacre par rapport à ça. Alors, vous avez des Congolais négatifs, y compris dans leur haine et leur hostilité, qui ne sont pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit, et qui sont soumis. Et des haines justifiées ou non, hein, il faut nuancer un peu. Mais la haine contre votre identité nationale, elle n'est pas autorisée, madame. C'est-à-dire le fait que vous et moi, nous ayons en partage les mains coupées, et si on insulte ça, est-ce qu'on peut l'accepter au motif qu'on n'est pas d'accord sur un principe politique? Non, ça ne marchait pas. Donc, voyez-vous, il y a un auteur très intéressant, et d'ailleurs, c'est sur quoi se base tout ce qui se passe actuellement.
Arthur de Gobineau a fait la hiérarchie des races. La race blanche, et en dernier de l'échelle, c'est les noirs. Il dit ceci dans son texte, Essai sur l'inégalité des races humaines, que le noir que vous voyez ici, c'est un sous-humain. Il aura besoin de nous pour aller lui donner le pouvoir chez lui. Il viendra vous voir en pleurant, oui, j'ai eu l'indépendance, mais ça ne me suffit pas, oui, ça ne me suffit pas, j'ai été esclave. Je préfère encore être esclave sous votre autorité pour que j'aille surveiller les autres esclaves. Donc, Gobineau l'a dit en 1780, quelque chose de tout ça. Les choses n'ont pas changé jusque-là. Attendez, quand vous voyez des Congolais courir dans les ambassades, parce que l'ambassadeur qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a eu les codes noirs, qui a lu des Gobineau. On lui a dit qu'il viendra vers vous pour supplier, pour que vous le placiez à la tête de son pays. C'est un sous-humain. N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire ce que vous voulez. D'ailleurs, c'était ça le débat au niveau de l'Assemblée nationale française pour la Restauration, pour ramener Napoléon, où un certain député Gouli disait « Comment voulez-vous aligner les Noirs, les Antilles, au même titre que les Blancs d'Europe ?» Donc, c'est pas possible. Le positionnement des races, oui. Oui, c'est-à-dire que ça, j'ai été à l'école là-bas. Donc, il y a des livres qu'on ne nous montre pas. J'ai appris ça. On a dit que... Écoutez, en plus, on vous dit comme ça, oui, mais vous êtes différents, vous n'êtes pas comme les autres. Et quand vous arrivez chez eux, oh non, vous êtes différents, vous n'êtes pas comme les autres. Mais dans les textes, on n'a pas dit qu'il y avait des différences. Le fait que je sois porteur de cheveux crépus, que j'ai une certaine stature, je suis un animal pour eux. Oui, mais ça a été déclaré. Vous m'emmenez à dire, les mêmes, vos semblables, qui ont étudié, qui ont fréquenté les mêmes écoles, ils sont la majorité des dirigeants ici. Ils n'arrivent pas justement à faire cette différence pour développer leur propre pays. Mais vous savez, il y a aussi une autre théorie qui est assez intéressante, c'est qu'un affranchi, un esprit libre, un Congolais libre, on le voit dans les tons et dans l'allure. Est-ce que ces gens-là ont les tons et l'allure des Congolais libres? Ce sont les gens soumis. Ce sont des gens qui sont prêts. Quand vous voyez des gens se tenir la main, tournant des capitales et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas encore affranchis. Ce sont des sous-humains, quelque part. Parce qu'ils blessent, je clôture là, ils blessent, madame, ce qu'on en partage, vous et moi, nous tous autour de ce plateau. L'identité nationale. Les morts du 185, les morts de la partie Est. Ça, ce n'est pas discutable. Freddy, la Russie débarque à Kinshasa avec un message clair, décortiqué ici. Mais où sont partis les Chinois? Sont-ils dans le même jeu où la Russie vient les chasser et c'est encore une fois une sorte de terrain où on se dispute le gâteau? Non, je ne pense pas que la Russie et la Chine soient en confrontation comme telle, parce que sur le Congo, il y a eu au Conseil de sécurité un débat sur le Congo. La Russie et la Chine ont pris position pour le Congo. Ils ont demandé à ce qu'on n'intervienne pas dans la politique interne de la RDC, qu'on laisse les Congolais eux-mêmes gérer les problèmes. Mais il faut dire que la Russie a sa diplomatie, il y a toute une histoire, tout comme la Chine aussi. Les Chinois ne parlent pas beaucoup et ils agissent. Mais madame, je voudrais un peu relever parce que les Africains, nous Africains, on est tellement naïfs. On pense que tout le monde nous aime. On n'a pas tiré les leçons du passé. 1885, de nouvelles puissances se partagent l'Afrique. À Berlin. 1945, entre l'Amérique et l'URSS. Aujourd'hui, en 2008, l'Amérique a décliné, la Russie revient et la Chine prend aussi l'ascenseur. Mais ce que les gens oublient, il y a le professeur Henry Kissinger, qui est un grand penseur, c'est un grand géopolitologue, qui a publié un ouvrage intitulé « L'ordre mondial ». Kissinger a conseillé aux Américains de ne pas faire de guerre. Donc, mieux vaut négocier et se partager le monde avec les autres. Donc, ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée, devrait faire réfléchir les Congolais. Donc, maintenant, on se partage le monde entre les puissances émergentes et les anciennes puissances. Je prends le cas de l'Afrique. Vous avez au nord de l'Afrique, dans le Sahel, vous avez des puissances, donc des bases militaires françaises, américaines, je pense allemandes. Vous avez dans la corne de l'Afrique, vous avez des bases militaires chinoises, américaines, françaises, de Qatar, Turquie, je pense aussi japonaises. Pensez-vous, madame, que si la guerre éclatait aujourd'hui, ces gens vont se faire la guerre pour le Congo, bien pour l'Afrique? Non, ils vont s'entendre, on va se partager encore l'Afrique 130 ans après. Et quand je vois les débats dans les médias entre intellectuels, ils sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une conscience historique.
Donc moi, je demanderais à beaucoup de Congolais, tout comme beaucoup d'Africains, de relire l'histoire, de tirer les leçons du passé. Sinon, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Merci Freddy. Jean-Marie, je reviens à vous. Je crois le week-end passé, la Cour pénale internationale a annoncé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour l'accusation principale. Est-ce que cette nouvelle était attendue au Congo? C'est un effet de surprise. Bon, d'abord, pour les spécialistes, un tout petit peu. Parce que le chiffon rouge Bemba, on l'a sorti il y a un certain temps, même avant 2011. Mais c'était un peu une carte qu'on gardait sous la main au cas où. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les possibilités qui ont été... Donc, ce n'est pas un fait isolé, c'est dans la stratégie. Du tout. Parce que, à quoi ça sert la CPI? À quoi ça a servi la CPI, justement? C'est un tribunal auquel les États-Unis n'ont pas souscrit, par exemple, ils n'ont pas paraphé cette affaire de Rome. Il y a beaucoup de pays, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler de la CPI parce qu'eux aussi commettent beaucoup de gaffes ailleurs. Mais ça a été mis en place, comme la Cour sur le Rwanda, par exemple, comme ce qui a été mis en place en Afrique du Sud ou dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, pour dissuader les faibles, autrement dit, les vaincus. C'est la justice des vainqueurs, des puissants. Et donc, pour vous faire peur, on vient vous prendre un de vos compatriotes, on les garde au frais, on dit voilà, vous voyez comment on le punit? Le jour où vous allez faire le même bêtise ou à peu près quelque chose qui ressemble, on fera la même chose. Et donc Jean-Pierre Bemba était mis là-bas. Ce n'est pas sur le plan de la loi, du droit. C'est tout simplement une espèce de punition. Parce que si c'était la loi, on aurait poursuivi Ange Félix Patassé. On aurait poursuivi même les collaborateurs de Bemba. Est-ce qu'on punit Bemba? On punit l'État congolais? Non, on punit Bemba en tant qu'acteur dans un dispositif qu'eux-mêmes avaient mis en place. Parce que n'oubliez pas que, maintenant ce n'est pas un secret, certains Français avaient planqué de l'argent en République centrafricaine. Et quand ces militaires sont arrivés, ils se sont servis, ça a énervé. Et aussi, bon, on connaît le tempérament de notre compatriote, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur le pied. Et donc, il n'a pas été un peu flexible par rapport à certaines choses qu'on lui aurait demandé. Parce que ce qui était demandé également, Bemba qui était avec Museveni, Rouberois qui était avec Kagame et le côté rwandais, c'était un certain nombre d'accords, pour ne pas dire une certaine docilité. Mais quand les élections se terminent ici en 2006, Bemba a fait semblant d'accepter le résultat. Mais qui a provoqué la guerre juste après? C'est encore Bemba. Et donc, il y a un peu tout ce qui entre en ligne de compte. Mais la RDC pouvait protéger son sénateur, pouvait protéger son compatriote, ce qui était même prévu d'ailleurs. Mais Bemba est parti, et c'est la Belgique qui l'a livré à la CPI. Et donc, il était gardé au frais. C'est la même Belgique qui s'est activée maintenant pour aller le chercher avec la fameuse lettre de Cohen. Et donc, ce n'est pas du tout innocent. Après avoir épuisé toutes les options par rapport à la pression à faire sur la RDC, on a dit une pression supplémentaire, c'est Bemba. On va s'asseoir sur le droit des victimes, sur tout ce qui s'est passé, sur même l'existence de la CPI. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la CPI est discréditée? Ça va créer une jurisprudence qui va faire que, si on va poursuivre désormais un responsable, un commandant, par rapport aux méfaits ou bien aux exactions de ses subalternes, les juristes vont sortir la jurisprudence Bemba. Il dit voilà, écoutez, on a libéré Bemba parce qu'on a prouvé qu'il n'était pas en relation directe. Et donc, c'est un couteau à double tranchant. Là où ils se sont trompés un tout petit peu, c'est que si Bemba revient, est-ce que ça va fonctionner comme sur les roulettes? Mais est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle qu'un compatriote revienne au pays? Alors pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la RDC et notre compatriote Jean-Pierre Bemba, qui a été victime dans cette supercherie. Parce qu'on nous a expliqué que c'était le droit international. Ce n'est pas le droit international. C'est tout simplement utiliser un de nos compatriotes, comme dans le cas de Ouattara et Gbagbo aujourd'hui. Ouattara, à mon humble avis, avait vendu une solution qui ne fonctionne pas à 100%. Bientôt, les partisans de Gbagbo vont pouvoir demander qu'il soit relaxé tout simplement parce qu'il n'était pas sur le terrain en train de tirer sur la population. Et donc, aujourd'hui, si nos compatriotes ne font pas très attention, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les Congolais contre les Congolais, dans le cas de Jean-Pierre Bemba par exemple,
pour que nous entretuions encore, comme ça a été le cas à l'Est. Ces groupes armés qu'on alimente, qui tuent les propres compatriotes. Et on dit, non, 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 comme la guerre en 1998, on avait dit, non, non, c'est une guerre entre Congolais, entre eux-mêmes, le Rwanda n'a rien à voir, les Occidentaux n'ont rien à voir. En réalité, c'était les miniers qui étaient derrière, qui faisaient faire un peu de cette guerre par procuration. Et donc, il faut que l'alerte que nous lançons aujourd'hui, c'est que, bienvenue à notre compatriote, on va l'accueillir vraiment pour qu'il puisse jouer un rôle en tant que Congolais revenant chez lui, pour sa famille, pour nous, etc. Mais qu'on fasse très attention, qu'on lui fasse plus jouer le rôle de perturber la paix, la quiétude des Congolais. Nous devons maintenant l'encadrer, nous devons le protéger une fois qu'il sera sorti de ces carcans-là, parce que ce n'est pas de la démocratie, comme a dit Freddy Mouluma tout à l'heure, dont il s'agit ici. Ce n'est pas de la paix des Congolais dont il s'agit ici. Il y a tout simplement diviser les Congolais pour pouvoir exploiter ces Congolais tranquillement. Et si nous n'allons pas faire très attention, les pays de la sous-région vont jouer un mauvais jeu. Parce que la superpuissance, les RDC, gênent dans la sous-région. Un Congo fort, rappelez-vous, à l'époque du Mobutu, Mobutu faisait des régimes dans la sous-région. Et donc, que ce soit l'Angola, que ce soit Congo-Brazzaville ou le Rwanda, etc., ils ne veulent pas que nous soyons forts. Quand le Rwanda, par exemple, envoie ses militaires tirer dans nos forêts là-bas pour faire fuir nos gorilles chez lui, c'est pour exploiter ça sur le plan du tourisme. Donc, ce n'est pas innocent. Donc, sur Congolais maintenant, nous avons une armée qu'il faut respecter et les autres les savent, les spécialistes savent que l'armée de la RDC, c'est quand même du solide. Eh bien, nous devons nous organiser aussi sur le plan de la communication pour sensibiliser notre jeunesse, notre opinion, que n'écoutez pas souvent les chants de sirène qu'on vous raconte, c'est pour votre bien. Parce qu'aujourd'hui, toutes les ONG qui parlaient des victimes, etc., les enfants violés en Centrafrique, est-ce que vous entendez parler des communiqués? Oui, nous avons quand même suivi la réaction des organisations. Oui, mais qui ils disent, oui, mais la messe est dite, on peut que dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de sitting, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas d'appel. Maître Mondiolo, Jean-Pierre Bemba, après 10 ans d'emprisonnement, revenir à Kinshasa, est-ce que, comme a dit Jean-Marie Kassamba, c'est juste une pression pour venir perturber, je peux me permettre, les calculs politiques de la majorité au pouvoir ou des opposants qui sont là? Non, il n'y a pas de calcul politique de la majorité au pouvoir. Il y a un constat d'échec de ceux qui avaient été pensés à un moment donné comme étant ceux qui pouvaient avoir les leaderships dans l'opposition, ça n'a pas marché. Et quand vous regardez la revue de presse de tout l'Occident, il relève qu'effectivement, en RDC, il n'y a pas un grand leader d'opposition. Après, d'ailleurs, il faut voir comment est-ce qu'on a accompagné le vieux Tshisekedi, qui était déjà souffrant, dans une souffrance terrible. Mais seul lui pouvait fédérer autour de lui, et seul lui avait l'aura pour pouvoir incarner le leadership de l'opposition. Après sa mort, il y avait un problème. Qui, aujourd'hui, quand on regarde les panoramas, et ça, je ne parle pas de la RDC, je parle des critiques de vos propres collègues au niveau européen et aux États-Unis. Ils ont constaté qu'il y avait un vide sidéral et que les prétendants n'avaient pas d'épaisseur ni d'envergure. Et par conséquent, ils se sont souvenus que, bon, il y a une carte à jouer, la carte du chien de garde, du chien de chasse, qui est quelque part, qu'on peut sortir à tout moment. Pourquoi je dis ça, madame? Nous sommes en Europe. Il y a une série de cours internationales avec des règles précises. Il y a la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour rappelle à la plupart des pays européens qu'à chaque arrestation, parce que la liberté doit être protégée, à chaque arrestation, le jugement doit intervenir dans un délai raisonnable. La Turquie a été accusée, condamnée. La France, mêmement, la Belgique, l'Angleterre, dans plusieurs affaires, parce que j'ai une longue jurisprudence. Mais comment se fait-il que dans une affaire connue par tous, avec autant d'enquêteurs, autant de moyens, qu'on dépasse 10 ans, qu'on arrive jusqu'à 10 ans? C'est pas sérieux. C'est-à-dire que cette règle internationale du délai raisonnable, applicable en Europe, par tous les tribunaux internationaux d'Europe, qui condamnent sans cesse les pays européens occidentaux, démocrates et tout le reste, n'est pas en mesure d'être rappelée à la Cour pénale internationale en ce qui concerne Jean-Pierre Bemba. Qu'on l'ait retenu comme ça, sans tenir compte de cet élément majeur, la liberté étant ce qu'il faut avoir, et l'incarcération l'exception. Ici, 10 ans. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et comme par hasard,
on lui trouve grâce à la dernière minute. Il faut qu'il ait conscience qu'effectivement, on a joué avec ses pieds. Maintenant, comme c'est une sorte de pitbull qu'on a envie d'utiliser pour lancer, mais on se pose la question, est-ce que lui, personnellement, serait-il imprégné de suffisamment d'archéologie congolaise, comme nous dit Moudimbe, de se rappeler toujours qui il est, d'où il vient, comment il est arrivé là où il est arrivé, comment est-ce qu'on l'a enfermé, est-ce qu'il a la patience et la raison suffisante pour se poser ces questions-là, où il va se lancer, comme ils attendent de lui, dans une dynamique de démolition et pour se retrouver dans une position malheureuse. Dans la mesure où, d'ailleurs, le pays a été suffisamment généreux avec lui, enfin la République, les institutions de la République, il a conservé son immunité en tant que parlementaire, sénateur, il a conservé ses émoluments pendant toute cette durée ici, alors que la plupart des gens qui se trouvent... Donc il a eu une dérogation spéciale. Alors que beaucoup d'entre nous savent que, bon, pas plus tard qu'il y a encore quelques mois, il y a des députés qui ne peuvent plus œuvrer parce qu'ils ont dépassé les délais raisonnables en ce qui concerne la présence au niveau de l'Assemblée. Donc, tous ces éléments-là concourent à ce que l'archéologie congolaise soit à la disposition. Moi, je les recommande de pouvoir lire instamment et assez rapidement Moudimbe. Il comprendra de très bonnes choses dans ces cadres-là. Bon, maintenant, c'est vrai que la carte qu'il avait jouée à l'époque, c'était contre la carte française, lui soutenant Patassé, la France installant Bozizé. Il n'y a pas photo, il devait payer par rapport à ça. Et puis en même temps, j'ai entendu certaines personnes l'appeler roi nègre, et c'était les Belges qui l'appelaient comme ça, et qu'on aurait sa peau, et tout le monde le savait. Oui, mais il faut le dire que Jean-Pierre Bemba a été arrêté par rapport au fait qu'il aurait commis au Congo. C'est un pays, c'est... non, en République centrafricaine, oui. Exactement, parce que dans l'imaginaire national, on peut s'imaginer, il y a des gens que nous avons rencontrés qui estiment que c'est le Congo qui avait mis Bemba en prison et aujourd'hui, on relâche Bemba pour venir perturber. Est-ce que cette analyse, comment on peut la comprendre? Oui, mais c'est juste, c'est là le problème entre les faussaires. Les faussaires sont légion en RDC aujourd'hui. Il y a une série de personnages dans les panoramas politiques, d'ailleurs, qui sont dépositaires de la parole publique, qui dénaturent tout. Tout le monde sait que Jean-Pierre est parti ici, un homme libre dans un couloir. On aurait pu l'arrêter si on voulait, parce qu'il avait commis des exactions terribles. Moi, j'étais à Kinshasa, au thème des élections, il y a eu des morts dans toutes les rues ici. Kinshasa, les boulevards, c'était quasiment un champ de guerre. Mais simplement, il n'a jamais répondu de ces actes-là. Il n'a jamais répondu de ces actes-là. La liste est longue. Maintenant... Est-ce qu'on ne le relâche pas pour qu'il vienne répondre de ces actes ici? Ah, ben ça, on verra très bien comment ça se passera. Ça dépendra de son comportement, puisqu'il doit s'adresser aux institutions de la République, d'une part pour faire amende honorable par rapport à ce qui s'est passé, et voir un peu comment est-ce qu'on peut concilier les positions. Il n'est pas en position de force pour dire exiger quoi que ce soit. Jean-Pierre Bemba n'est pas éligible. Non, mais il est en position de faiblesse. Madame, il y a eu un paquet de morts à Kinshasa. C'est une réalité. Mathématiques, physique et historique. C'est même pas historique parce qu'il y a à peine 7-8 ans. Donc, c'est encore récent. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce que ça sera sous l'angle de la justice, sous l'angle de la politique? Il appartiendra aux institutions de la République, ensemble avec Jean-Pierre Bemba et ses équipes, pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cette chose-là. Donc ça, je lui remets la patate chaude, à lui de réfléchir, parce que la grandiloquence qu'il peut se proposer, parce qu'on pense qu'effectivement, la carte qu'on veut lui faire jouer, c'est celle-là, ben, ce n'est pas forcément la bonne carte. Et je clôture là-dessus pour dire, madame, la grande peur qui est aujourd'hui, dans la région et dans le monde, c'est quoi? La RDC, à l'horizon 2030-2050, nous allons atteindre une population d'entre 250 et 300 millions d'habitants. Vérité. L'engouement de la jeunesse congolaise, qui a compris, contrairement à ses dirigeants, la plupart d'entre eux qui sont dans l'opposition n'ont pas compris, veut protéger son espace vital, notamment en s'engageant militairement. Ce qui fait qu'au niveau de la région, nous avons aujourd'hui, nous oscillons autour de 150 à 200 000 hommes en armes, capables d'être déployés à tout moment, avec une capacité de pénétration de 200-300 km. En face de nous, une puissance militaire qui est Angola, a à peine 67 000 hommes, a juste des matériels un peu supérieurs à nous, surtout dans les secteurs marines. De l'autre côté, le Rwanda a à peine 18 000 hommes, tout réunis, et pas autant de matériel que nous. Ce qui fait que si aujourd'hui, donc la grande peur, c'est que la capacité, la puissance de feu, la volonté de puissance de la RDC qui se met en place aujourd'hui fait peur à tout le monde. Ah, imaginez-vous, un pays doté de 300 millions d'habitants, d'une armée de presque 1 million de personnes, avec toutes les matières premières de la planète et tout ça disponible. C'est une puissance planétaire. Encore qu'il faut bien organiser les choses. Mais c'est là où intervient la politique. C'est là où je suis d'accord, madame, avec vous, que j'attends de la part des opposants de venir faire un réquisitoire pour la gestion. Pas de parler ou de faire intervenir les affaires internes de la RDC
quelques désesperados. Oui, mais vous êtes au pouvoir, vous devez être comptable. Je suis comptable, je suis prêt à répondre à un opposant congolais qui a l'allure du Congolais, qui a l'esprit congolais, qui est affranchi, mais dire, monsieur, vous avez mal géré, voilà, on doit faire comme ça, on en discute, je suis d'accord avec lui. Mais quand il vient sur son dos, Reinders ou autre, je n'ai même pas à les regarder, je lui crache au visage. C'est ça la différence. Freddy Mulumba, comment comprendre que l'effet acquittement des Bemba peut perturber ou avoir un impact sur la politique nationale après 10 ans d'absence? Je pense que c'est ça la grande difficulté chez nous. Ça, c'est l'effet médiatique. Il y a un petit problème ou bien une petite actualité du fait qu'on amplifie. Ça devient sérieux. Suivez tous les médias étrangers. Tout est focalisé sur la libération des Bemba. Est-ce qu'ils sont entrés en profondeur? Non. Et voici la dimension politique. Il va rentrer, il sera candidat en face, donc il va faire mal aux autres. Et derrière tous ces messages que véhiculent un peu nos médias extérieurs, se cache un chantage. Et le chantage, c'est quoi? Comme les clients de nos amis occidentaux ne sont pas en course au niveau des élections, beaucoup peut-être seront battus, il faut faire par tous les moyens pour bloquer peut-être le processus et engager une négociation. Et ces négociations peuvent permettre à leurs clients d'y entrer. Donc, si on ne comprend pas cette analyse-là, on va se perdre. Ce qu'on veut ici, nos amis occidentaux, c'est comment parvenir à contrôler le processus électoral démocratique qui les échappe. Comment ils peuvent avoir leurs clients, leurs gestionnaires, pour qu'ils puissent avoir le contrôle des matières premières. Il faut que les Congolais comprennent. Ces gens qui ont fait l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, ne peuvent jamais apporter aux Congolais quelque chose de bon. C'est à nous de faire un effort pour rendre notre peuple heureux, défendre notre pays et devenir indépendant et surtout puissant. Dans ce monde, tout est question de rapport de force. Vous êtes faible, on vous écrase. C'est ce discours-là qu'il faut tenir à la jeunesse. Nous allons passer. C'est qu'ils vont nous prendre. Ils vont prendre le Congo dans quel état? Et nos petits-enfants vivront où? C'est ça les véritables problèmes qui doivent aujourd'hui faire réfléchir beaucoup de nos intellectuels et nos élites politiques qui ne pensent qu'à la mangeoire. Donc, il faudrait donner l'espoir à notre peuple. Ce qui est vrai, c'est la deuxième lutte pour l'indépendance. Merci Frédéric. Donc, qu'ils ne puissent pas se décourager, nous allons gagner. Et nos enfants ne seront plus des esclaves des autres. C'est fini. Merci Freddy. Alors, une dernière question pour terminer. Jean-Marie, la question, je l'adresse à tout le monde. Vous avez évoqué la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il y a 2 nouveaux membres qui ont été élus aussi. Nous avons l'Afrique du Sud et la Belgique. Ce sont toujours des alliés du Congo. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu du Congo ou ils vont contribuer au pourrissement de la situation? Bon, ce que vous devez comprendre est qu'il y a les 5 membres permanents, dont 2 sont quasi pour la RDC, c'est la Chine, c'est la Russie, mais aussi la France. N'oublions pas que la France a toujours pris position pour la RDC, même si parfois l'inexpérience de Macron le fait dire des phrases qui sont parfois regrettées. Rappelez-vous Hollande à l'époque. Aujourd'hui, l'entrée d'une manière transitoire, ponctuelle, de la Belgique et de l'Afrique du Sud, ça ne va pas pouvoir beaucoup peser parce qu'il faut regarder les enjeux. Le départ des Zouma, on pensait que c'était notre soutien principal, l'arrivée de Ramaphosa, qui est un homme d'affaires, mais qui est aussi réaliste, parce qu'il y a eu des contacts déjà avec la RDC, et même des visites un peu indirectes de Ramaphosa chez nous, on n'ose pas trop le dire, pour raffermir encore ces relations privilégiées entre l'Afrique du Sud et la RDC. La Belgique n'est plus aussi influente et puissante que le pense. Quand je vois la classe politique de notre pays tout le temps courir en Belgique, etc., la Belgique est Belgique parce que le Congo existe. Il y a une émission là-bas en Belgique qui s'appelle « Et tout ceci ne va pas nous ramener le Congo ». Ça veut dire que si vous pesez en Belgique, il faut avoir le contrôle du Congo. Reinders, vous allez voir aux prochaines élections, il va être éjecté. Parce que les Belges sont très frileux par rapport à notre pays. Et donc, qu'on ne soit pas
comme tu dis, frileux par rapport à la position de la Belgique, parce que regardez une petite mesure, on a réduit la fréquence de SN Bruxelles, et même avec cette affaire des espaces Schengen, c'est de l'argent qui est perdu, il y a beaucoup de chômage, les quelques coopérants belges qui étaient chez nous sont déjà rentrés chez eux, ça pèse là-bas, et Rennes est devenu populaire. Donc il faut être, ma foi, très content qu'aujourd'hui nous avons, comme l'a dit Freddy, une autre nouvelle génération des Congolais avisés, qui ne se laissent plus impressionner par le blanc a dit, il faut aller à Bruxelles, le visa et tout ça. C'est fini cette période où, dès que on toussait à Bruxelles, à Kinshasa, ça tremble. Non. Donc, il faut quand même à un moment donné. Hein. Non. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se dise des choses on ne peut plus clairement. Nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire, avec des puissances. L'Europe n'a plus les moyens matériels pour pouvoir développer notre continent. Il faut faire appel à l'Asie. L'Asie a suffisamment de moyens. Il faut capitaliser sur nos matières premières et dire la vérité à la jeunesse. Merci Jean-Marie. Je termine par ici. Je ne saurais plus faire le tour de table. Oui. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien. J'avais sur ce plateau Jean-Marie Kassamba, Guillaume Manjolo et Freddy Moulumba. Merci de votre fidélité et à très vite.